Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être au rendez-vous. Bonjour et bienvenue à ce journal du 16 juin 2022 dont voici les principaux titres. Priver les détenus de nourriture est un crime contre l'humanité. Pour la PRODH, au lieu de vendre les récoltes collectées, le gouvernement devait d'abord nourrir les détenus qui souffrent de faim. Clôture ce jeudi des États généraux de l'éducation. Tout à l'heure, vous suivrez des solutions à quelques problèmes à l'origine du dysfonctionnement de ce secteur. Et enfin, 16 juin, journée mondiale de l'enfant africain. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi de la situation des enfants burundais réfugiés en Ouganda et en Tanzanie. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. Le pouvoir CNDD-FDD organise des séances de manifestations publiques qui sont aux antipodes du slogan du gouvernement actuel. Par conséquent, des Burundais passent des dizaines de jours par an, en plus des jours fériés reconnus par la loi, sans rien produire alors que l'organisation et la participation à ces manifestations engloutissent des dépenses budgétivores. Le commentaire de la rédaction avec Josiane Mouzanez. Le slogan de gouvernement laborieux n'est que 20 mots. Durant toute une année, le pouvoir CNDD-FDD organise plusieurs manifestations publiques dans lesquelles participent presque toute la quasi-totalité des autorités burundaises et la population. Non seulement ces manifestations nuisent à la politique d'augmenter la production qui reste le slogan du gouvernement, mais aussi elles engloutissent des dépenses énormes. Tenez, chaque jeudi de la dernière semaine du mois, il est organisé une séance de prière, soit 12 séances par an. Du 9 au 11 de ce mois, une croisade de prière a été organisée en Ngozi à l'occasion de la commémoration de la mort de feu président Nkurunziza. Et dès aujourd'hui jusqu'au samedi, c'est le tour du programme d'action de grâce à l'occasion du 2e anniversaire de l'investiture du président Évariste Ndayishimiye qui s'organise à Muramvya. Autant de manifestations qui pourront même être organisées chaque année. En plus des jours si haut mentionnés, la population et les cadres de l'État sont invités à maintes reprises dans des séances de moralisation organisées tantôt par le président de la République, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, ainsi que le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Andy Kouliyo. La liste n'est pas exhaustive. En somme, le CNDD-FDD organise des dizaines de manifestations de la sorte par an, en plus des jours fériés reconnus par la loi. La population, et surtout les jeunes, est également toujours conviée dans ces manifestations et ne vaque plus à ces activités. Les autorités et tous les chefs de service, tous étant membres du CNDD-FDD, abandonnent leur poste d'attache pour participer dans ces manifestations et les demandeurs de services ne sont plus servis durant ces jours de manifestation. De plus, ces manifestations coûtent cher au trésor public. En effet, participent dans ces manifestations les cadres, les administratifs et les adeptes du parti CNDD-FDD gardés par une armada de policiers et qui roulent à bord des véhicules de l'État. La participation dans de telles manifestations suppose des dépenses estimées à des milliards de francs burundais qui sont liées à l'achat du carburant, les frais de mission pour tous les participants et les policiers qui les gardent, ainsi que les dépenses connexes liées à l'entretien et au bien-être des hauts dignitaires. Autant de dépenses auxquelles s'ajoutent des détournements de fonds par certains administratifs, sous prétexte de galvaniser les foules pour qu'elles participent dans ces manifestations. Merci à toi Josiane Mouzaneza. Gouvernance toujours. Les agents de l'ENAB, Enquête nationale agricole du Burundi, réclament leur rémunération d'à peu près 6 mois de travail. l'ENAB a des agents dans différentes provinces du pays. Suite à ce retard de paiement, ils disent être dans une pauvreté. Le point c'est avec Onésime de Chimagizé. Les agents de l'enquête nationale agricole du Burundi, ENAB en sigle, sont au total au nombre de 170, répartis dans différentes provinces. Les informations provenant de ces employés indiquent que depuis le mois de janvier de cette année en cours, aucun d'entre eux n'a eu même un froid de leur salaire.
Pourtant, on les avait promis qu'ils percevront leur salaire mensuellement, comme l'un d'eux le témoigne. Maintenant, ça fait 5 mois que nous n'avons pas eu nos dus. Le mois de juin risque aussi de toucher à sa fin sans rien avoir. C'est pour cela que nous vous demandions de nous aider à porter loin notre voix pour voir si le responsable de l'ENAB peut nous donner notre argent. Avant, il nous payait par saison et chaque année avait 3 saisons. Mais il a changé le mode de paiement et il nous a promis de nous payer chaque mois, mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons rien eu. Les conséquences de ce retard de salaire commencent à peser lourd. À part qu'ils ne sont plus capables de répondre aux besoins de leur famille, personne ne leur fait confiance car ils se retrouvent dans l'incapacité de payer les dettes contractées. Ces retards nous causent beaucoup de problèmes, surtout dans nos familles et dans la société entière. Ceci du fait que les gens nous voient faire des mouvements de va-et-vient vers le travail et ils se disent que nous avons l'argent, que nous sommes régulièrement rémunérés. Ceux qui ont des enfants, ces derniers attendent tout le temps que leur père rentre avec quelque chose, mais en vain. Les parents contractent des dettes qu'ils sont incapables de payer, ce qui entraîne des problèmes dans le voisinage et la perte de confiance. Nos sources au sein de l'ENAB révèlent que certains de ces employés ne peuvent plus même assurer les soins de santé de leurs enfants. Ainsi, ils demandent à leurs employeurs de faire son mieux pour que les salaires soient disponibilisés. Ces employés soulignent que ce n'est pas la première fois qu'ils soient rémunérés tardivement. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Jean-Claude Ngwebu, le directeur de l'enquête nationale agricole du Burundi, n'a pas nié les faits. Mais il a tranquillisé ses employés en leur promettant qu'ils auront leur argent lundi prochain. Un des administratifs à la base au quartier Ruziba de la zone Kanyosha est accusé par les habitants de s'approprier un robinet public qu'il était censé surveiller. Une des accusations lui imputées est celle de donner l'eau en premier lieu à ceux qui lui versent des pots de vin. Éloge divin, Remesha. Il est connu sous le prénom d'Henri et est chef de 10 ménages à l'endroit appelé Ouingare, situé au quartier Ruziba de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura. Cet administratif est accusé par les habitants d'escroquerie. En effet, ces derniers l'accusent de leur exiger à payer une certaine somme d'argent pour avoir accès à l'eau du robinet public leur offert par la paroisse Ruziba. Cet habitant de la localité témoigne. Au fait, ce robinet a été octroyé à la population par la paroisse Ruziba. La parcelle de cet administratif est proche de ce robinet et la paroisse lui a confié la responsabilité et les clés de ce robinet. Il profite de cette confiance pour mentir aux nouveaux habitants de la localité qui déménagent en nombre important ces derniers jours. Il leur dit qu'ils doivent lui donner 6 000 francs afin de pouvoir obtenir de l'eau. Il leur dit que c'est une décision de la paroisse et ces gens obtempèrent. En plus de cela, ces habitants révèlent que certains ménages ont été obligés de souscrire un abonnement chez cet administratif afin d'obtenir facilement de l'eau. Par conséquent, celui qui n'est pas dans ce circuit peine à avoir accès à l'eau. Il a instauré également un système de vente de l'eau. Certains ménages payent mensuellement et lui donnent des bidons qu'il doit remplir chaque jour. Ces ménages viennent plus tard récupérer leurs bidons remplis d'eau. Certains ménages donnent par mois un montant de 100 000, 80 000, 200 000 et j'ai même entendu qu'il y aurait une personne qui paye 250 000 francs burundais. Et ces ménages doivent obtenir de l'eau en premier lieu le matin. Si tu ne lui donnes rien à la fin du mois, tu peux passer toute la journée à attendre d'être servi alors que tu t'es levé tôt pour être le premier à arriver au robinet. Ces habitants indiquent qu'ils ont essayé en vain de se confier à la paroisse Ruziba qui a offert ce robinet public. Ils demandent aux supérieurs hiérarchiques de cet administratif de suivre de près cette situation. Joint par notre rédaction, le prénommé Henri nous a raccroché au nez après lui avoir dit l'objet de notre sollicitation. Quant au chef du quartier Ruziba, Omer Nkurunziza, il nous a simplement fait savoir que les plaintes de ses habitants ne reflètent que la jalousie qu'ils ont envers Henri.
Merci à toi aussi, Éloge Divin, Reméja et les propriétaires des 160 hectares se trouvant aux alentours du palais présidentiel Nale House sur la colline Gasenyi-Nyakabondo en commune Mutimbuzi, province Bujumbura, déplorent les indemnités que le gouvernement prévoit de leur donner en cas d'expropriation. Ces citoyens expliquent que vu les prix actuels des parcelles à vendre en province Bujumbura, ils ne voient pas où ils vont vivre si le gouvernement ne leur octroie pas d'autres parcelles comme ce dernier s'était engagé à le faire en 2011. Ils demandent donc au gouvernement de tenir ses promesses envers eux. Suivez l'un des propriétaires de ces hectares de la colline Gasenyi-Nyakabondo. La nouvelle ordonnance ministérielle sur les tarifs d'indemnisation en cas d'expropriation fixe une valeur de 5 millions de francs burundais par art pour une personne qui possède une parcelle. Ce qui est très étonnant pour nous, car si on considère les autres parcelles qui se trouvent à proximité de nos 160 hectares, un art est évalué entre 15 et 20 millions de francs burundais. Ce qui signifie que quand nous serons expropriés, nous n'allons même pas songer à acheter une parcelle dans les environs d'ici, car nous serons dans l'incapacité financière. Même chose dans les parcelles plus éloignées vers Mitenga, l'art varie entre 8 et 10 millions de francs burundais. Et vers Kawedzi, l'art est estimé entre 6 et 8 millions de francs. Donc, avec les 5 millions par art qu'on va nous donner, nous ne voyons pas où nous allons acheter d'autres parcelles si le gouvernement ne nous octroie pas d'autres parcelles. Car quand le gouvernement a exproprié les propriétaires de 40 hectares avec l'intervention de l'ombudsman, les propriétaires et le gouvernement ont pu s'entendre et dans un rapport, le gouvernement a accepté qu'à notre tour d'expropriation des 160 hectares, il allait nous accorder d'autres parcelles. Alors, si on a la chance d'avoir les 5 millions de francs par art avec ces nouvelles parcelles, même si elles sont petites, on pourrait les agrandir, car ils donnent 15 mètres sur 18 mètres et demi. Au moins que nous ayons ces petites parcelles pour pouvoir construire nos maisons. Sinon, plusieurs sont dans la désolation car la loi n'est pas respectée, ce qui nous pousse à avoir des inquiétudes par rapport à notre avenir. Je viens de vous le dire dans les titres, le gouvernement est le seul responsable du rationnement des détenus et les privés de nourriture constituent un crime contre l'humanité. Propos du président de l'association burundaise pour la protection des droits humains des personnes détenues, Pierre Claver Mbonimpa, souligne en effet que ces manques de nourriture dans les prisons n'ont commencé à se manifester qu'avec l'année 2015. Suivez Pierre Claver Mbonimpa. Oui, nous apprenons qu'il y a souvent des ruptures de stock dans les prisons, de façon que même les prisonniers peuvent passer 2 ou 3, 4 journées, une semaine, sans avoir de la nourriture. Les conséquences sont multiples. Vous voyez même, il y a des prisonniers qui commencent à mourir à cause de la tuberculose. Il n'y a pas d'autre motif de tuberculose, c'est à cause de la mauvaise nutrition. Ou bien de manquer de quoi manger pendant X temps. Tout ça, ce sont des conséquences. Mais nous savons que le gouvernement, chaque année, il y a de l'argent qui donne à la direction générale des affaires pénitentiaires pour acheter de la nourriture pour les prisonniers. Normalement, il devait y avoir un budget pour ça. Mais pour nous, nous disons, voilà même les commerçants qui devraient acheter ces nourritures, les haricots et les maïs, la farine de maïs et de manioc, il n'y en a pas. Pierre Claver Mbonimpa demande que les produits alimentaires que le gouvernement projette de vendre aux PAM soient donnés plutôt aux prisonniers dont certains commencent à attraper de la tuberculose. Comme cela, l'État pourra récupérer l'argent destiné à l'achat des aliments de ces derniers. Encore une fois, le président de la PRODH.
Maintenant, c'est le gouvernement qui est en train d'acheter les produits de la population et maintenant, le gouvernement veut vendre ce produit aux femmes. Nous demandons au gouvernement de donner cette nourriture qu'ils veulent vendre aux femmes et de les donner à ces prisonniers qui sont en train de mourir de faim. Sinon, franchement, un prisonnier qui meurt de faim, ça devient vite à la charge du gouvernement à empêcher un prisonnier d'aller à l'hôpital et mourir parce qu'il n'a pas été soigné. Je dirais que c'est une infraction. Je dirais même que c'est contre l'humanité. Nous allons alerter et de nous arrêter par pour qu'ils n'achètent pas ces nourritures. Au contraire, que le gouvernement donne ces nourritures à ces prisonniers. Cette réaction du président de la PRODH intervient après de multiples ruptures qui s'observent dans l'approvisionnement en nourriture des maisons de détention. Le 16 de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'enfant africain, créée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine. Cette journée commémore le massacre perpétré en 1976 contre plus de 600 élèves de la ville de Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir d'apartheid. Les coalitions pour l'action mondiale ont choisi cette date pour en faire la Journée africaine du bandeau blanc. Cette journée est donc une occasion de demander au gouvernement africain d'agir dans l'immédiat pour éradiquer la pauvreté extrême qui cause la mort d'un enfant toutes les 3 secondes en moyenne. Néanmoins, cette journée arrive au moment où les enfants burundais vivant dans les camps des réfugiés en Ouganda font face à de nombreux problèmes. Eric Nyundima, président de Refugee Children Bible Study Ministry, indique que de nombreux enfants n'ont pas accès à l'école et ont du mal à bénéficier des soins de santé. Je vous propose de le suivre. Refugee Children Bible Study Ministry fait ses activités dans les camps des réfugiés de la région. Je donne l'exemple des 3 camps de réfugiés de l'Ouganda, le camp de Kwamanja, le camp de Nakivale, le camp de Chaka. Nous avons vu 3 catégories d'enfants. Premièrement, des enfants de la rue, surtout dans le camp de Nakivale, qui ont même commencé à avoir des comportements très bizarres, comme prendre des drogues, voler, etc. Et ces enfants ont même abandonné l'école. L'autre catégorie, ce sont des enfants qui ont des familles qui n'ont aucune assistance de la HCR. Et ce sont ces enfants qui font nourrir leur famille par mendicité. Et donc, ces enfants ne fréquentent aucune école. L'autre catégorie, ce sont des enfants venant de familles pauvres. Leurs familles sont incapables de prendre tous les charges de ces enfants. Pour cette catégorie, il y a une différence parce que la majorité peuvent fréquenter l'enseignement primaire, même si après c'est difficile car l'enseignement secondaire est très cher en Ouganda. Peu de réfugiés sont capables d'envoyer leurs enfants dans les écoles secondaires. En ce qui concerne la santé, s'il s'agit d'un traitement qui n'est pas grave, c'est gratuit parce que dans tous ces cas, il y a les hôpitaux de la HCL, mais s'il s'agit d'un traitement grave, donc on a besoin d'un transfert aussi. C'est difficile d'avoir ce transfert. De l'Ouganda, rendons-nous en Tanzanie pour parler toujours de la situation de l'enfant burundais. Au camp de réfugiés d'Onduta, l'on alerte sur un trafic d'enfants. Le réseau des trafiquants font sortir du camp les enfants pour aller faire des travaux durs. C'est une opération qui se fait sans le consentement de leurs parents. Certains passent même des années sans nouvelles de leurs enfants. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Le réseau des personnes impliquées dans le trafic d'enfants au camp d'Onduta est composé en général de gens venant de l'extérieur du camp. Ils ont cependant des contacts à l'intérieur. Ce sont ces derniers qui s'occupent du recrutement. Le réseau s'intéresse aussi bien aux filles qu'aux garçons dont l'âge est compris entre 14 et 18 ans. Un réseau qui change de tactique selon la situation. Les trafiquants existent encore, mais ils auraient changé de stratégie. Avant, ils entraient eux-mêmes recrutés dans le camp. Mais aujourd'hui, ils passent par leurs contacts à l'intérieur du camp. C'est ce dernier qui recrute et se charge de faire sortir du camp ses enfants. Pour la majorité, ces enfants quittent le camp à l'insu de leurs parents, tellement ils croient une vie meilleure à l'extérieur du camp, à tel point qu'ils ne toléreraient point quelque chose que ce soit qui viendrait les empêcher de réaliser leurs rêves, évoluer à l'extérieur. Les parents ne sont jamais informés. Les tractations se font en cachette, puisque les enfants lassés par la vie menée dans le camp voudraient sortir coûte que coûte. Les trafiquants savent aussi qu'ils sont dans l'illégalité et ne peuvent oser consulter les parents.
Arrivé à destination, c'est le désenchantement. Pour la grande majorité, ils se retrouvent en train de travailler comme des esclaves. La tâche n'est pas du tout facile pour ces enfants. Ils font face à de multiples défis. Ils travaillent dur sans toutefois être payés. Ainsi, quand vient le moment de retourner chez eux, ils rentrent bredouilles. Des enfants sont partis depuis de longues dates, mais ne sont pas toujours revenus. L'espoir de les revoir chez les parents s'amenuise au fil des jours. Il y en a même qui ne sont plus revenus et qui donc, les parents ne savent pas s'ils sont encore en vie ou s'ils sont morts. Les parents continuent seulement à garder de l'espoir de les revoir un jour. Selon les informations recueillies dans le camp d'Onduta, certains enfants ont été amenés dans des centres non loin du camp comme Kibondo et Kasulu et dans d'autres îles lointaines comme Mwanza et Dar es Salaam. Certains seraient utilisés comme domestiques, d'autres comme travailleurs dans des maisons de passage, d'autres encore, surtout les filles, auraient pour rôle de faire plaisir aux clients qui fréquentent ces maisons. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du HCR au camp d'Onduta. Et éducation avant de clore, le problème de financement, la massification des classes et le manque de formation adaptée pour les enseignants font partie des défis auxquels l'enseignement supérieur fait face au Burundi. Quelques pistes de solutions ont été proposées au cours des États généraux de l'éducation qui se clôturent aujourd'hui. Émile Nivasouba. L'État devrait élaborer la politique nationale de l'éducation selon professeur Yves Ndaikunda. Dans son exposé basé sur l'amélioration de la qualité de l'éducation, Dr Yves Ndaikunda suggère aussi la mise en place du Fonds national de recherche. Sans recherche, selon lui, le développement de l'éducation sera toujours problématique. Dr Yves Ndaikunda signale que ce fonds est déjà initié dans plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Est comme le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda. Cela permet d'éviter de financer seulement les institutions publiques parce que c'est un fonds auquel les institutions publiques et privées sont appelées à postuler. Cela augmente la compétitivité et améliore la qualité des recherches et de l'éducation. Par conséquent, le renforcement des capacités des enseignants et des chercheurs fait également partie des recommandations de Dr Yves Ndaikunda au cours des États généraux de l'éducation qui ont démarré mardi. Selon lui, le pilotage actuel de la qualité au niveau de l'enseignement supérieur souffre entre autres du manque d'enseignants formés en pédagogie universitaire, des recherches quasi inexistantes dans certaines institutions, du problème d'infrastructure, de la massification des classes qui ne permettent pas un encadrement des étudiants et du problème d'adéquation formation-emploi. Selon Dr Yves Ndaikunda, le pilotage de qualité est un processus permanent qui demande l'implication de toutes les parties prenantes. Les participants aux États généraux de l'éducation qui viennent de durer 3 jours devraient présenter des recommandations finales issues de ces assises à la fin de la journée. Merci à toi, Émile Nibasumba. C'est par ton reportage que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la prochaine.